Bon retour à Perdu à l'Histoire, une série vidéo examinant l'histoire des affaires autochtones au Canada. Dans cette vidéo, nous entreprenons un survol des traités conclus entre les nations autochtones et la couronne. Des accords qui continuent à jouer un rôle important dans les relations couronne-autochtone jusqu'à ce jour. Depuis le début du 18e siècle, des accords ont été conclus entre les premiers peuples et les nouveaux arrivants de ce qui est aujourd'hui le Canada. Ces traités étaient pour l'établissement du commerce, pour créer des alliances militaires et pour assurer une colonisation paisible. Ils ont aussi créé des promesses et des obligations pour les signataires qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. De plus, ce processus de traité continue à ce jour même à travers le Canada. Malgré leur rôle important dans l'histoire de la formation des relations, les traités sont souvent à la base des conflits entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. Allons-y! Les traités sont des accords conclus entre la couronne et des nations autochtones. Ils créent et définissent des droits, des avantages et des obligations pour les signataires. Ils consolident des relations entre les premiers peuples et les nouveaux arrivants, ainsi que régler le droit foncier et l'utilisation des terres et des ressources. Les traités sont aussi une forme de document constitutionnel où les droits définis sont protégés par la Constitution. L'arrivée d'Européens en Amérique du Nord a obligé la création de nouvelles relations avec les premiers peuples. Sous peu, des alliances ont été créées à des fins commerciaux et militaires. Pour les Français et les Britanniques, ces traités étaient des éléments clés pour assurer le succès financier et pour défendre leurs colonies. Les Premières Nations, eux, savaient que ces nouvelles relations allaient assurer l'accès aux produits européens pour leur collectivité. Ces alliances se sont formées autour d'une façon particulière d'interagir, un genre de diplomatie forestière. Cette diplomatie utilisait des protocoles européens et autochtones, tels que la signature des documents et l'échange du wampum. Les Français, eux, ont su incorporer le wampum dans toutes leurs alliances, telles qu'avec les Mi'kmaq, les Inuits, les Anishinabek et les Wendat. De leur part, les Britanniques misaient sur la chaîne du convenant, leur alliance avec la Confédération Haudenosaunee. Cette alliance liait les Britanniques aux 6 nations des Haudenosaunee par le respect mutuel et les promesses de non-interférence. Elle avait même un processus de règlement des différends pour résoudre les conflits. Avec l'augmentation du peuplement, les colonies voulaient de plus en plus de territoire. Souvent, des spéculateurs fonciers tentaient de tirer davantage de la cupidité des gouverneurs et la confiance des Premières Nations. Plusieurs achats de terres frauduleux ont été faits dans les années 1740 où des nations se sont vues dépossédées. De plus, les colons eux-mêmes ignoraient souvent les droits des peuples autochtones et se sont installés illégalement et interrompu l'utilisation traditionnelle des terres autochtones. Quand la guerre de 7 ans a commencé avec la France, les alliances des Britanniques étaient grandement endommagées. En 1755, William Johnson a été nommé surintendant du nouveau département des Indiens avec la mission de réparer ces alliances. Suite à leur prise de contrôle de l'Acadie, les Britanniques devaient trouver une manière de cohabiter avec les alliés autochtones des Français. En 1725 et 1779, les agents coloniaux ont commencé à négocier des traités avec les Mi'kmaq et les Malicites. Ces accords promettaient des relations paisibles après des conflits militaires. De plus, ils rétablissaient des relations amiables entre les colons et les peuples autochtones. D'autres traités semblables ont été conclus dans la vallée du Saint-Laurent. Par 1760, la France avait perdu la majorité de ses territoires en Nouvelle-France. Avec la chute des Français, leurs anciennes alliances avec les 7 nations de la vallée du Saint-Laurent se sont effondrées. Cette même été, à Swagachi, sur le lac Ontario, Sir William Johnson a offert aux 7 nations de conclure une paix. En échange pour leur neutralité lors du siège de Montréal, Johnson garantissait que leurs terres et villages ne seraient dérangés par les Britanniques. Quelques jours plus tard, un autre traité a été conclu près de Montréal. Le 5 septembre 1760, le général James Murray, commandant des troupes britanniques, et les Hurons-Wendat ont finalisé un accord protégeant le village et les intérêts hurons près de Québec. Ces accords avec les Britanniques ont créé une paix, bien qu'elle fût précaire, pour plusieurs Premières Nations en Nouvelle-France. Puisque ces traités ne réglaient pas les questions des droits sur les terres, les Britanniques et plus tard le Canada ne leur donnaient pas beaucoup d'importance. De leur part, les Premières Nations signataires ont toujours interpellé la couronne à respecter les accords. Il faudrait bien un arrêt des tribunaux pour que le Canada reconnaisse ses obligations découlant de ces traités.
Selon le traité de Paris de 1763, la France a cédé presque toutes ses possessions nord-américaines au Royaume-Uni. N'ayant plus de compétition européenne, les dirigeants à Londres voulaient démontrer l'autorité britannique en Amérique du Nord. Par la suite, le 7 octobre 1763, le roi George III a émis une proclamation décrivant un nouvel ordre administratif en Amérique du Nord. Elle tentait aussi de clarifier la relation entre le Royaume-Uni et les Premières Nations. La proclamation a fait que les montagnes Appalaches sont dorénavant la frontière occidentale des colonies américaines et que les terres de l'ouest des colonies seraient un territoire des Indiens, où le peuplement était interdit. La proclamation cherchait aussi à empêcher les achats de terres frauduleux qui nuisaient la relation entre les peuples autochtones. Donc, elle interdisait les traités conclus par les gouverneurs coloniaux et établit des protocoles et des procédures à suivre pour l'acquisition des terres autochtones. Les individus ne pourront plus acheter de ces terres. Seuls les représentants de la couronne pourraient le faire. De plus, la négociation des traités devait se faire dans une rencontre ouverte avec les Premières Nations détenant des intérêts sur les terres en question. Lors des 20 ans après la proclamation, les traités conclus dans ce qui est aujourd'hui le Canada étaient autour des postes de traite et des établissements militaires. L'éruption de la guerre d'indépendance américaine et la reconnaissance des États-Unis en 1783 a complètement bouleversé l'établissement des traités. Plus de 30 000 réfugiés loyalistes ont quitté les États-Unis vers les colonies britanniques. De plus, plusieurs Premières Nations, alliées des Britanniques lors de la guerre, telles que la Confédération Haudenosaunee, étaient maintenant dépossédées des terres par les Américains. Le département des Indiens voulait que des nouveaux traités soient en place avant l'arrivée des nouveaux colons dans la région. Ces accords sont couramment connus comme les cessions des terres du Haut-Canada. Les agents du département se sont organisés pour acheter les terres tout au long des rives du Saint-Laurent et des Grands Lacs inférieurs. Cette première ronde de traités a eu lieu en 1784 et 1812. Après la guerre de 1812, les Britanniques ne percevaient plus les Premières Nations comme des alliés militaires et ont reconçu une deuxième ronde de négociations de traités qui a commencé en 1818 à la suite de l'arrivée d'une nouvelle vague d'immigrants en Amérique du Nord. Ces colons s'installaient souvent plus rapidement que les traités pouvaient être conclus, ainsi accélérant la dépossession autochtone. Par 1862, quelques 30 traités de cession de terres ont été complétés sur le territoire qui est aujourd'hui le sud de l'Ontario. Le processus d'enregistrement de ces traités fut entrepris par les agents de la couronne qui les négociaient. Ces documents écrits sont devenus le fondement de l'interprétation de la couronne pour les accords. Selon les agents coloniaux, les traités étaient des achats de terres autochtones en échange pour des paiements en espèces ou en biens, des paiements annuels et parfois pour des terres réservées à leur utilisation unique. Cependant, les Premières Nations ont toujours maintenu que ces documents écrits ne représentaient pas l'ensemble des promesses faites lors des négociations ou que les terres ne furent jamais vraiment vendues. À ce jour, ils poussent contre l'interprétation étroite de la couronne. De plus, plusieurs erreurs et problèmes ont été identifiés dans le récit documentaire. Après plus d'un siècle de plaintes et de pétitions de la part des Premières Nations, des commissions d'enquête ont été créées en 1916 et 1923. En 1923, deux nouveaux traités, les soi-disant traités Williams, ont été conclus dans le but de régler les revendications autochtones dans le centre de l'Ontario. Depuis déjà des millénaires, les peuples autochtones exploitaient les ressources minières sur les rives des lacs supérieurs et Huron. Maintenant, les nouveaux arrivants se tournaient vers cette richesse. Puisqu'il n'y avait pas de traité dans la région, les Abéchenabeg voyaient les mineurs et les prospecteurs comme des intrus voulant voler leurs ressources. Ils ont exigé qu'un traité soit conclu. Et, en 1850, William Benjamin Robinson a été nommé comme représentant de la couronne pour mener les négociations pour le bassin versant nordique des lacs supérieurs et Huron. Connus couramment comme les traités Robinson-Huron et Robinson-Superior, ces traités diffèrent de ceux des régions plus au sud de la province. Ils couvrent un immense territoire et tentaient faire un seul accord avec toutes les Premières Nations au lieu qu'individuellement avec chacune d'elles. Les traités spécifient qu'il y aurait des terres réservées pour chaque collectivité. De plus, ils indiquaient les droits particuliers des Premières Nations signataires, tels que pour la chasse et la pêche, et pour un paiement annuel à chaque individu par la couronne. Les traités Robinson sont devenus le gabarit pour les traités de l'Ouest canadien conclus suite à la Confédération.
bien que les Premières Nations signataires critiquent l'interprétation de la couronne comme trop étroite et favorisant le gouvernement depuis leur signature. Sur le littoral du Pacifique, les relations entre les colonisateurs européens et les peuples autochtones de la région ont évolué plutôt différemment. Avant les années 1840, il y avait peu d'intérêt d'établir des colonies dans ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique. Les représentants de la Compagnie de la baie d'Hudson voulaient que toutes les relations mises sur la traite des fourrures avec les peuples autochtones de la côte du Pacifique. Mais, en 1849, la Compagnie a dû déplacer son siège d'opération à l'île de Vancouver et a reçu une charte royale l'obligeant d'établir une colonie sur l'île. James Douglas, qui avait une profonde expertise de négociation avec les Premières Nations, était l'agent principal pour la Compagnie dans le nouveau fort Victoria. Il savait que le succès économique et colonisateur de la Compagnie était relié aux Salish de la région. Il a poussé pour la négociation de traités formels qui assuraient la viabilité de la colonie ainsi que la protection des intérêts autochtones. Entre 1850 et 1854, Douglas et les dirigeants autochtones de l'île de Vancouver ont conclu 14 traités individuels. Ces traités devaient fournir un paiement en espèces et en biens aux Premières Nations signataires. Ils reconnaissaient que les villages Premières Nations leur seraient réservés et qu'il y aurait un droit de chasse et pêche comme avant. Ces traités ne couvraient qu'un territoire restreint de 800 km². Malgré ces accords, les Premières Nations signataires continuent d'avoir des revendications globales et des droits autochtones non résolus sur l'île de Vancouver. En 1867, le Canada cherchait à s'étendre en ouvrant les terres de l'ouest de l'Ontario au peuplement et à l'agriculture européenne. Le gouvernement du Canada savait qu'elle devait régler les intérêts et les droits fonciers autochtones par des traités dans les nouveaux territoires du Nord-Ouest pour le faire. Le Canada cherchait aussi à démontrer son autorité et sa souveraineté dans l'Ouest, puisqu'elle craignait une annexation par les Américains. De plus, il fallait régler la question pour assurer la construction de la route ferroviaire du Pacifique. Le Canada voulait éviter les conflits et la violence vus dans l'Ouest américain entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants. De leur part, les Premières Nations ne s'opposaient pas à une négociation de traité avec le Canada. Ils voulaient établir une nouvelle relation avec les arrivants qui protégerait leurs terres et leur peuple. Par les années 1870, la réalité des peuples autochtones des prairies était de plus en plus précaire. Des épidémies et la famine se voyaient fréquemment et les troupeaux de bisons des Grandes Plaines étaient en chute libre. Les dirigeants autochtones espéraient que le gouvernement viendrait à la rescousse de leur peuple lors de ces crises. Ils voulaient de l'aide pour qu'ils puissent s'adapter à de nouvelles modes de vie qui ne misaient plus sur le bison. Leurs besoins les motivaient à conclure des traités rapidement et à pousser le Canada à négocier plus rapidement qu'elle était prête à le faire. Avec ce contexte, les représentants du Canada et des Premières Nations se sont rassemblés et ont négocié 11 traités sur l'étendue de l'Ouest et du Nord du Canada. Ces soi-disant traités numérotés ont été conclus en deux stades. Les traités 1 à 7 en 1871 et 1877 touchant la partie sud des prairies et les traités 8 à 11 entre 1889, 99 et 1921 pour les régions du nord de l'Ontario, le nord des prairies et la vallée du Mackenzie. Ces accords sont de plus que des simples cessions de terres. Ils incluent des paiements uniques et des annuités aux individus, des terres de réserve, des droits continus de chasse et pêche. Les traités promettaient aussi des écoles pour les collectivités, des outils agricoles et du bétail pour aider à la transition vers l'agriculture. Il y avait aussi des fournitures de munitions pour la chasse et des approvisionnements pour la pêche. Les traités ne sont pas tous uniques. Ils ont tous des paramètres uniques tels qu'une clause envers la fourniture d'une caisse de médicaments et en cas de famine dans le traité 6. Tout comme les traités antécédents dans l'Est, la Couronne misait sur les documents écrits des accords. Pour les agents du Canada, ces traités étaient principalement des accords d'achat massif de terres, où toutes les promesses et obligations étaient incluses dans le texte final. Pour les Premières Nations, les traités étaient une formalisation de la relation entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants, et que plusieurs des promesses sont absentes du texte écrit. De plus, plusieurs actions paternalistes du Canada, telles que la loi sur les Indiens, sont perçues comme une violation de l'esprit et de l'intention des accords. Les Premières Nations signataires des traités interpellent continuellement le Canada d'avoir une interprétation des traités s'alignant plus avec la compréhension autochtone
qu'une interprétation misant sur les textes écrits. En 1973, 3 arrêts des tribunaux ont confirmé qu'il y avait toujours des droits autochtones non résolus au Canada. Après une pause de 50 ans, le gouvernement du Canada a redémarré l'établissement des traités. Cette politique pour les revendications territoriales globales cherchait à négocier des accords sur les droits autochtones là où il n'y avait pas de traité. Le processus était perçu comme lourd et difficile et seulement quelques accords furent conclus dans les années 1970 et les années 1980. Les nations autochtones étaient mécontentes avec ce que le gouvernement leur offrait. Ils voulaient des accords qui ne cédaient pas tous leurs droits et maintenir un contrôle sur leur territoire traditionnel. La politique a été modifiée en 1986 pour permettre aux nations autochtones de retenir plus de droits et d'intérêts sur leurs terres. De plus, après 1995, les accords d'autonomie gouvernementale ont été intégrés dans les soi-disant traités modernes. Malgré ces modifications, le processus demeure long et difficile. Depuis 1975, presque 30 accords ont été conclus et les négociations continuent dans plusieurs régions du Canada. Même avec ces accords modernes, il y a toujours des désaccords entre les parties sur la mise en œuvre de ces nouveaux traités. Depuis plus de 300 ans, les traités sont au centre de la relation entre les premiers peuples de l'Amérique du Nord et des nouveaux arrivants. Ces accords sont une des raisons pour le peuplement plutôt paisible d'Européens dans ce qui est aujourd'hui le Canada. Les traités au Canada sont toujours en vigueur et des nouveaux traités sont conclus partout au pays. Cependant, le Canada et les nations autochtones ne sont pas souvent d'accord sur l'interprétation, le but et l'importance de ces accords. Il se peut qu'il y ait eu une rencontre des esprits quand les traités furent conclus. On ne peut pas nécessairement dire la même chose aujourd'hui. Les traités ne sont pas simplement une partie de l'évolution de la relation couronne autochtone. Ils y sont son fondement. Pour de plus amples renseignements sur l'établissement des traités au Canada, veuillez utiliser les liens dans la description ci-dessous. C'est tout pour cette fois. Merci et à la prochaine fois.